Au nom du mouvement congolien. Aujourd'hui, comme nous l'avions prévu la semaine passée, il était question que nous revenons vers vous autres en espérant que les résultats des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 auront été révélés. Malheureusement, force est de constater que la CENI dirigée par M. Nanga a dû, une fois de plus, retarder l'annonce de ces résultats. Cela ne nous étonne plus en regardant comment, au fur et à mesure, il a chamboulé le plan, le calendrier électoral fixé par lui-même. D'ailleurs, s'il faut en parler, ce n'est pas la seule fois que Nanga a dérogé à sa propre parole. Il vous souviendra que la loi électorale telle que dictée par le Parlement interdisait l'utilisation de la machine à voter. Et pourtant, Nanga a bien voulu forcer les choses en utilisant une machine à voter non prévue par la loi électorale. Heureusement qu'avec les interventions des uns et des autres, la machine qui devait préalablement servir exclusivement de vote est finalement devenue une machine à impression. Aujourd'hui, les élections ont eu lieu il y a de cela une semaine. Beaucoup d'observateurs nous sont revenus pour dire que ces élections-là n'avaient rien d'égal, de justice, d'équitable. Au contraire, ces élections-là ont tout pour ne pas être crédibles. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons M. Muntu Raymond, président de la Ligue UDPS du Canada. Notre intérêt de le recevoir est double, dans la mesure où c'est vraiment l'UDPS qui a été le fer de lance à amener la population vers ces élections. Il vous souviendra que d'ailleurs, à ce propos, ils ont utilisé la fameuse phrase « avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections ». L'émission dernière, nous avons tenté de comprendre la motivation derrière et les garanties qui pouvaient leur permettre de partir malgré tout dans ces élections qui s'avéraient d'ores et déjà peu crédibles. Aujourd'hui, une semaine après ces élections, nous allons faire le tour, analyser le processus, mais surtout, nous allons essayer de faire des projections pour entrevoir ce qui nous attend dans les jours à venir. Les rumeurs courent bon train. Certains parlent déjà de la victoire du candidat du Fativit, qui aujourd'hui est représenté par M. Muntu ici présent, c'est-à-dire la victoire de M. Félix Tshisekedi, alors que la CENI ne s'est pas encore déclarée. Lui-même, Erléo, nous avons vu plusieurs fois sur son mur Facebook, nous l'avons vu brader, j'allais dire, des PV démontrant la supériorité de son candidat. Certains, dont beaucoup de journaux occidentaux, parlent de la victoire de Lamuka par la voix de Fayoulou. Et cette tendance semble, je dis bien semble être motivée aussi ou semble être appuyée aussi par le rapport du SENCO. Même si, il faut le souligner, le SENCO n'a pas encore souligné un quelconque nom. Une fois de plus, ce sont des rumeurs, mais nous allons essayer aujourd'hui en parler et voir dans quelle mesure nous pouvons tirer, nous autres, la vérité de tout cela. Monsieur Erléo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content de vous recevoir. C'est un plaisir partagé, disons. Oui, il ne sera pas le seul. Nous attendons d'autres invités avec lesquels nous allons pouvoir discuter aujourd'hui. Alors, par où commencer?
Ben, je vais commencer par dire, juste rectifier que je suis le président de la Ligue des jeunes, parce que ça a été dit que le président de l'UDPS Canada, ce qui est pas légal. Ok, désolé. Rectification. Donc, la rectification est de taille. Parfait, parfait. Donc, moi, c'est Raymond Kashiba, donc connu sous le nom de Herléo Muntu. Et donc, voilà, je vais essayer de répondre aux questions et aux préoccupations de beaucoup de nos compatriotes. Si vous avez des questions, posez-les également, mais je vais répondre essentiellement à ces questions et puis on va évoluer de cette façon. Donc voilà. Alors pour vous qui nous suivez, si vous voulez bien, vous pouvez partager cette vidéo. Cela aidera certainement beaucoup qui sont en quête des informations. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être le plus crédible possible dans nos propos. Nous allons essayer, en tout cas, de vous apporter la vérité à notre possession. Alors, comment voyez-vous la semaine à venir? Est-ce que vous, je l'ai précisé tout à l'heure, que vous nous avez, vous principalement de l'UDPS, vous nous avez conduit dans ces élections. Qu'est-ce que vous pouvez entrevoir dans les prochains jours? Alors, à l'heure actuelle, comme avec les élections, on nous avait donc, qui ont été repoussés à plusieurs reprises, mais on savait que tôt ou tard, il finira par organiser ces élections. C'est comme ça que nous nous sommes engagés à participer à ces élections. Là, avec les résultats, c'est la même chose. On peut repousser, ils finiront par divulguer ces résultats. Donc, nous sommes en attente des résultats. Nous sommes confiants à l'UDPS que nous avons gagné ces élections. Maintenant, nous ne pouvons pas non plus imposer ces résultats à tout le monde pour l'instant parce que nous attendons que la CENI, justement, annonce les gagnants, annonce les résultats. Si les résultats sont corrects, on va les accepter. Si les résultats ne sont pas corrects, on va les contester. Ça, c'est clair. C'est vraiment l'attitude qu'on va garder pour l'instant. On attend que la CENI publie. Entre-temps, nous, de notre côté, on prépare justement, on travaille sur justement les résultats pour pouvoir les comparer et les confronter aux résultats de la CENI. Voilà ce qui nous attend en fait. Vous me mettez tout de suite dans la bouche une question. Oui. Je suis quand même assez mal à l'aise. Vous avez dit, avec ou sans machine à voter, vous irez aux élections. Mais là, je vous entends dire que si les résultats sont corrects, vous allez les accepter. Oui. Si les résultats ne sont pas corrects, vous allez les rejeter. Effectivement. Mais il n'y a pas là un problème dans votre démarche. C'est-à-dire, vous acceptez de partir dans ces élections en sous-entendant que l'organe organisateur, l'organe organisatrice de ces élections est crédible. Ah non, on n'a jamais dit qu'ils sont crédibles. Mais pourquoi partir, pourquoi accepter dès lors que vous remettez en question leur crédibilité, mais vous partez quand même? Parce que, oui. Je vais en profiter pour saluer Sage Gaïa et meilleurs vœux, qui pose aussi une question, et qui me demande de vous poser la question. Combien de témoins avait l'UDPS? Si vous avez l'information. Répondez à la première et puis à la deuxième question. Juste peut-être me rappeler la première question, je me suis perdu. Oui, la première question est de savoir. Vous avez dit, avec ou sans machine à voter, vous allez partir. Donc, sous-entend, vous dites que vous ne la crédibilisez pas, mais si vous acceptez, c'est-à-dire, derrière cela, vous avez compris que vous pouvez faire confiance dans cette organisation. Oui, en fait, nous avons dit que nous faisions confiance au peuple congolais. C'est-à-dire que de un, nous avons dit que nous allons participer aux élections avec ou sans machine parce qu'on comprenait qu'on nous menait en bateau. C'est-à-dire que le prétexte qu'on nous donnait, c'est qu'on savait qu'avec machine, on n'allait pas participer à ces élections. Donc, finalement, laisser un boulevard au candidat du pouvoir. En ce moment-là, on a dit on va participer avec ou sans parce qu'on savait que le peuple avait déjà vomi justement les candidats du pouvoir. Et donc, d'aucune manière, ils pouvaient gagner ces élections. En ce moment-là, on s'est dit on va aller avec ou sans. Comme ça, de un, on a pris, lors des élections de 2011, on avait compris la façon d'opérer. On avait compris la façon qu'on nous avait fraudé, qu'on nous avait volé ces élections. On a dit, à partir de ces précédents, on va justement maintenant nous organiser mieux pour
justement surveiller et protéger la victoire en cas de victoire. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé, donc on s'est bien préparé. Avec combien de témoins? C'est ça la question oui, même de je vais arriver. Oui, Oui, je vais arriver. Bon, là, c'était ta question. Maintenant, pour tomber dans sa question, l'UDPS a formé directement 30 000 témoins. Directement. 30 000 témoins. Et les 30 000 témoins devaient également former des témoins. Donc, on parle déjà au minimum 90 000 témoins sur les 75 000 bureaux de vote. Donc, un peu plus que un témoin et demi par bureau de vote. Voilà. Mais, Monsieur Erléo, oui. Bon, je pense que vous êtes ici pour nous dire la vérité. Absolument. Vous dites que l'UDPS a formé 30 000 témoins. Effectivement. Où, quand ces témoins ont été formés, dans quel espace les espaces ont été loués? Vous pouvez nous parler en quelques mots, nous dire un peu comment cette formation a eu lieu, quand, dans quelle zone et enfin. Oui, absolument. En fait, Maître Chabani, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, qui est en charge en fait de la commission électorale de l'UDPS, était en charge justement de préparer toute cette structure de la surveillance électorale. Et donc lui, il a fait des tours depuis, je pense, le mois de mai. Il a fait des tours de toute la République démocratique du Congo, dans des sièges de l'UDPS, pour aller former des témoins. Au total, il en a formé 30 000 témoins. Et de ces 30 000, avait aussi les mandats d'aller former également d'autres témoins. Donc, au minimum, des témoins formés par l'UDPS, c'est déjà à peu près 90 000. Maintenant, la préoccupation, une autre réponse qui peut répondre à la préoccupation, la CENI en a effectivement accrédité aux alentours de 5 000 témoins de l'UDPS. Et on a appris que de la Mouka, par exemple, pour ne citer que, il y avait 0 témoin accrédité. Ça, c'était l'information qui avait été révélée dans la vidéo, les jours même quand nous, on a compris qu'on avait accrédité seulement 5 000. Maintenant, nous, à l'UDPS, on était déjà organisés. On avait travaillé dans le sens, justement, de pouvoir faire en sorte qu'on savait la préparation, de pouvoir, justement, peut-être ne pas accepter l'accréditation de nos témoins. Et donc, on avait déjà enregistré des témoins sous d'autres labels, sous d'autres noms. Donc, officiellement, pour l'UDPS, c'est 5 000 témoins. Vous avez raison, c'est autour de ça, un peu plus, un peu moins. Mais on avait également d'autres structures sur lesquelles on a réparti des témoins pour que, justement, on ne regarde pas que l'UDPS, au cas où l'UDPS, quelque chose arrive, on aura quand même des témoins. Donc, on a plus de témoins dans les bureaux de vote. Merci pour la réponse, mais je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai du mal toujours à saisir la démarche. Okay. Celle de partir à tout prix. Oui. C'était ça un peu ce que nous avons remarqué. Oui, oui. À tout prix, oui, oui. partons aux élections. Oui, oui. Raison, si nous ne partons pas, nous allons laisser un boulevard. Exact. Mais le risque à prendre en partant aux élections, ce n'est pas de crédibiliser finalement et de légitimer la personne que Nanga aura choisie comme président. Parce qu'au final, nous le savons tous, nous l'avons tous bien compris, que Nanga ne pourra vraiment jamais désigner un autre que celui du FCC parce que c'est tout simplement un gérant ou un travailleur, un missionnaire du FCC. Donc vous avez pris le risque de légitimer finalement, je peux déjà le dire ici, la présidence de Chadari. Non, du tout, parce que si on regarde la situation dans son ensemble, et de façon chronologique, on peut voir que depuis déjà 2016, ces élections devaient avoir lieu. Elles n'ont pas eu lieu. En ce moment-là, elles ont été repoussées à plusieurs reprises. On allait encore discuter, encore avoir des concertations, encore avoir des dialogues, pour ensuite, finalement, qu'il n'y ait jamais des élections. Alors, pour arrêter tout ça, il fallait aller aux élections. Parce qu'on savait déjà que tu as bien décrit la situation dans laquelle, justement, la majorité s'est trouvée. En ce moment-là, dans cet état d'esprit, ils n'allaient jamais organiser les élections selon notre volonté. Les élections qu'ils pensent pouvoir perdre. Ça n'allait jamais arriver. Donc, on allait rester dans la même situation de 2016, 2017, 2018, etc. Ça allait continuer. La seule façon d'arrêter ça, c'est de dire oui, nous y allons et de prendre justement des mesures
pour justement les surveiller et protéger donc, la victoire en cas de victoire. C'est simplement ça. Parce que sinon, il n'y allait jamais avoir Et quelles sont ces mesures? Vous avez dit que vous avez formé 30 000 témoins, oui, mais seulement 5 000 ont été accrédités, ce qui représente à peine peut-être 2%. Non, la nuance, comme j'ai dit tout à l'heure, les 5 000, c'est sur les labels les UDPS. Comme j'ai dit, même avec les non-UDPS, déjà, on avait des soupçons. On avait créé déjà un autre parti politique. On avait déjà notre parti politique. Donc UDPS a créé un autre parti politique sur lequel on a mis aussi des candidats. On a des candidats. Excusez-moi, vous dites ici que UDPS, en dehors du fait que c'est déjà un parti politique, oui, l'organisation UDPS en tant que parti politique a créé un autre parti politique? Absolument, ça fait partie des stratégies parce qu'on savait, avec tout ce qui s'est passé avec les noms... Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de ce parti politique? J'arrive. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a vu, on a vu l'UDPS divisé en 4 par les gens qui sont au pouvoir. On savait qu'il y allait peut-être avoir d'autres surprises. On s'est préparé en conséquence, on a enregistré d'autres partis, on a mis des candidats sur d'autres partis. C'est comme ça qu'on a enregistré un peu moins des candidats peut-être sur le label UDPS directement, mais il y a quand même des candidats dans d'autres partis, d'autres partis qu'on a créés. Mais ici, je ne peux pas dire encore les noms, mais le nom, il est là, il s'affiche, il est sur la CENI, etc. Parce que ça fait partie des stratégies. Mais je vais vous le dire maintenant parce que les élections sont déjà passées. Et c'est quoi le nom? C'est ça que je dis. Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais je peux vous le dire après. Parce que je peux dire simplement cette information parce que les élections se sont passées. Mais après les résultats, je peux divulguer les noms exacts également. Donc la même chose qu'on a fait, les témoins aussi, il y a des témoins sur ces partis-là également. Donc parce qu'on savait que sur les labels IDPS, il y avait beaucoup quand même des risques, que ce soit non seulement que n'importe quelle chose arrive, et puis avec les témoins la même chose. Donc on a mis tout ça, c'est pourquoi je vous dis, on a au moins 90 000 témoins, c'est 30 000 formés directement et les 30 000 devaient former également. Donc les 5 000 accrédités, c'est sur seulement le label UDPS. Peuple congolais, peuple congolien, vous venez de l'entendre, une révélation. Ici, semble-t-il que UDPS a créé un autre parti politique inscrit, officiel. Absolument, ça ce sont des stratégies comme politiques. Une stratégie pour contrer les manœuvres dilatoires, si je peux ainsi les qualifier, les manœuvres dilatoires de la CENI. Peut-être tout à l'heure, M. Moutou aura l'amabilité de nous dire le nom de ce parti. Nous sommes vraiment curieux. Mais moi, excusez-moi, je dois quand même, je dois remettre en question cette stratégie qui, à mon goût, semble ne pas être du tout démocratique. Nous en parlerons peut-être encore tout à l'heure. Sur ce plateau, nous venons de recevoir un autre invité en la personne de Monsieur Chrétien. Il va peut-être se présenter par lui-même, membre de l'UNC si je ne m'abuse. Bonsoir, c'est bien moi, Chrétien Ongaï, membre de l'UNC, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un titre quelconque au sein de l'UNC ou vous êtes juste membre sympathisant? Non, je suis juste un membre sympathisant et je n'exerce aucune fonction active au sein du parti. Merci beaucoup, vous l'aurez compris, aujourd'hui sur le plateau de Congolien, nous recevons vraiment Fativit, Lelo Penato Faneli Fativit. Donc, vous allez me permettre, je vais, moi, jouer le rôle de l'avocat du diable. Je joue mon rôle de l'avocat du diable en tant que journaliste sur ce plateau en recevant Fativit ici. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont mes convictions, les questions que je vais poser ou les positions que je vais prendre pendant cette émission ne veut pas forcément dire que ce sont mes positions ou mes convictions. Je vais juste jouer le rôle de l'avocat du diable. Toute la question, nous étions en train de nous interroger un peu sur l'issue probable des élections. J'ai résumé un peu la situation en disant que malgré tout, Bino Boloba qui avait sa machine à voter, Bozo Kendekak. Comme garantie, M. Moutou vient de nous dire qu'ils ont eu à former 30 000 témoins et que même s'il y a eu 5 000 seulement accrédités au nom de l'UDPS, mais ce n'était pas la seule stratégie. Il y a un autre parti qui a été créé pour pouvoir répondre à cet impératif-là d'avoir suffisamment de témoins qui pourraient garantir. Mais nous savons quand même que cela ne fait pas froid aux yeux à Nanga ni au FCC.
quelle est la réelle garantie que vous avez à démontrer au peuple? Parce que vous nous avez conduits dans ces élections. Quelle est la garantie de dire que nous partons dans ces élections parce que nous aurons la victoire? Et cette victoire va se matérialiser. C'est ça la question. Parce que vous ne partez pas pour après retomber dans le piège des négociations, de conciliabule. Donc, votre victoire, si jamais vous l'avez, elle devra se matérialiser. Comment? Merci pour la question. D'abord, je ne voudrais pas ici me substituer en porte-parole de Fatcheville, mais ce que nous savons tous, ces rapprochements est la résultante d'une attente de la population congolaise. Les élections, comme vous le savez, devaient s'organiser depuis 2016. Et la CENI, qui a inféodé pour la cause de la Kabylie, a repoussé des élections en évoquant différentes raisons. Alors, pour ne pas tomber à ces pièges, UNC et l'UDPS ont décidé d'aller aux élections. Avec la machine ou sans la machine, c'était juste des préalables. C'était des mesures protectrices pour empêcher que Nanga trouve des alibis pour ne pas organiser les élections. En 2016, en 2015 d'abord, je vais retourner, ils ont voulu conditionner les élections par le recensement de la population. À l'époque, c'était la dynamique de l'opposition qui s'est insurgée contre, jusqu'à ce que cette loi a été retirée de l'Assemblée nationale. Par la suite, il a parlé des raisons d'organisation, organisationnelles, les moyens, en évitant que la communauté internationale s'implique dans l'organisation de ces élections. Maintenant qu'ils ont eu de moyens, ils nous ont imposé. En fait, ils peuvent ne pas avoir cette intention de nous imposer la machine à voter. Il a opté pour la machine à voter. Mais vu que l'opposition commençait déjà à bouder cette histoire, ils ont voulu prendre l'opposition dans leur propre piège. C'est-à-dire, soit on va aux élections avec la machine à voter, ou vous refusez, on va pas aux élections. Et, à mon avis, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont compris qu'il fallait leur prendre dans leur propre jeu. Voilà pourquoi ils ont évoqué, avec ou la machine à voter, ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Personnellement, j'étais contre cette machine à voter. Mais il s'est avéré que si on refusait d'aller aux élections avec la machine à voter, ils auraient encore traîné le pas. Ils auraient encore multiplié des manœuvres dilatoires et Kabila serait là jusqu'à ce qu'ils aient des garanties de gagner les élections. Alors, arrivé en 2018, avec toute la pression de la communauté internationale, la Kabylie a finalement cédé à cette pression. Kabila a annoncé ne pas être candidat en désignant son dauphin et il s'attendait à aller aux élections avec un candidat unique de l'opposition comme on s'attendait. Malheureusement ou heureusement, les choses se sont faites comme nous l'avons vu. Et il y a eu la dislocation de l'opposition. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a deux tendances de l'opposition qui font que la Kabylie n'ait plus de chance à gagner. Donc, toutes les manœuvres qu'ils ont fabriquées dès le départ tombent pratiquement caduques. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Tozong est là dans le moquet, nous comprendre. Papa Nanga, na seni nae, bazwa penako, bazu entrepôt, bacha ba dynamita entrepôt, ba tumbi entrepôt. Biso tout au monde pena ba na kin ba fana boye, entrepôt, ba tout maman na deuxième et tout monde qui kaya. À Twitter déjà partir à 22h. À Twitter pena qui est entrepôt aussi alors qu'entrepôt na nezikate et à cause qu'il est à 2h du matin. Bato on a capable de tout entrepôt. Bato on a pena bakena na yumbi. Baya pena bo baba niko barre batu ba pauvre peuple abandonné. Baba na ko kufa neti bantaba, neti je. Baya pena ko na butu pa baba niko barre pour pas soit prétexte yumbi voter té. Boutem beaucoup tout ba comment tout ba pauvre martyr. Bino bolobi te mutoto memeka na ba élection. Bobangite. Papa wana azozo apena, hein? Il y a une question qui va revenir là-dessus. Azo apena tozomona nenge baza ko bourrer ba urne ou bien nenge baza ko boaka ba fiche électorale ya batu misusu
Nenge pena bouzia ba machine électorale, soki ba machine à bango de vote, bino bobangi te bobi rien to kende kaka. Si aujourd'hui Shadari est déclaré vainqueur, bino bogosu kawate. Mais en passant, je voudrais quand même poser une question. Moi, ça m'a intrigué. Parce que j'ai vu que c'était à Boma ou à Boutembo où on a ramassé à Bukavu, où on a ramassé des fiches de vote avec le visage de Félix Tshisekedi. Avec des PV, oui. Avec des PV. Je vais juste poser une question de curiosité. Nengani batouana pour na roboka ngo ba mbala ki ngo bia boina ba sachet plastique. Moi, j'ai plutôt l'impression que ba fiche on est outa qui imprimante. Parce que est-ce que tant que tu as voté, tu as guichet. Après, tu as saigné. Il y a des membres. Quand ils comptabilisent, on a papier plastique qui on a bien emballé. C'est un peu des choses fabriquées. Bon, tu as raison de poser la question. Elle est pertinente. Maintenant, une fois qu'on a voté, parce que c'est la route sur laquelle on a trouvé ces bulletins, c'est la route vers des centres de compilation de la CENI. Donc ça, avec les bureaux de vote déjà inscrits sur les bulletins, parce que ça indique quand même les bureaux de vote sur chaque bulletin de vote. Donc on a pris ces bulletins de vote, moi d'après ce que je pense. Donc tous les bulletins de vote déjà compilés, on a mis ensemble, et puis on les a emballés pour acheminer justement dans des bureaux, dans des centres de compilation de la CENI. Je crois que c'est comme ça que ça s'est fait justement un peu partout sur l'étendue de la République. Je pense, là encore, je ne suis pas au courant du dossier, mais l'effet est que ce n'est pas dans l'avantage de la Kabylie de pouvoir faire ça. Ce n'est pas dans l'avantage de l'UDPS de faire ça non plus. Non, je peux dire que c'est dans l'avantage de la Kabylie dans la mesure où la stratégie serait de décrédibiliser totalement les élections pour motiver un procès en annulation. Oui, c'est possible, mais moi je pense que c'est beaucoup plus donc, dans leur intérêt, dans le sens de diminuer le nombre de voix justement des candidats, donc Félix Tshisekedi. Je crois que c'est ça la stratégie, de diminuer ces voix, parce que justement quand on regarde, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ça, d'après nos propres résultats, justement, la Fatchivite a fait quand même des scores quand même assez impressionnants dans les Kivu. Et même au Kasaï, même dans cette région-là principalement, c'est quand même des scores assez impressionnants que finalement, ça serait bête pour nous de pouvoir même bourrer les urnes avec ça. Mais ça, par contre, c'est dans leur avantage justement de pouvoir diminuer le plus possible le nombre de voix dans cette région-là pour pouvoir crédibiliser une éventuelle fraude qu'ils sont en train de préparer. Donc en ce moment-là, ça pour nous, c'est comme un autre détail. Là. Il y a tellement beaucoup de détails autour de ces élections que tellement ce n'est pas le seul problème. Il y a tellement de problèmes, mais malgré tout ça, les résultats sont assez clairs pour nous. Les gagnants est quand même assez bien identifié. Le gagnant est assez bien identifié. Vous faites bien de faire allusion à cela. D'ailleurs, c'était la prochaine question. La SENCO. La SENCO, dans son dernier rapport, dit qu'à l'état actuel des choses, l'écart qu'il y a entre celui qui a gagné et le poursuivant est tel que, à tababaki si pourcentage tikali wana, moyen à rattraper le sous-suizade. C'est-à-dire, à l'état actuel, le nom du gagnant est vraisemblable. C'est-à-dire, il n'y a plus de mécanisme possible pour qu'il soit rattrapé. Et dans cette même ligne, il semblerait que ce nom-là ne soit pas Tshisekedi, Félix, mais plutôt... La SENCO n'a pas dit ça. J'ai bien dit, okay. Il semblerait que ce nom ne soit pas Félix Tshisekedi, mais que ce nom soit Martin Fayulu. Si la SENCO ne l'a pas dit, mais nombreux médias l'ont dit. Nombreux, pas un seul média, parce que ici, si je cite un média, vous allez m'amener dans un procès d'intention, procès de crédibilité. Pourquoi je réponds à notre place en même temps? Pose la question. Je développe. Oui. Le nom, c'est Martin Fayulu. La question est posée à Chrétien. Tu pourras peut-être le compléter. Oui, je vais absolument. Si Martin Fayulu est finalement déclaré par la CENI comme étant vainqueur, réaction? Premièrement, je ne voudrais pas que nous prêtions des intentions à la SENCO.
la Senco dit avoir le nom du candidat vainqueur. Et nous, on veut entrer dans la pensée de Monseigneur Otembi pour dire que c'est Fayulu. Non, mais je veux quand même rappeler que Kikaya, le conseiller de Kabila, l'a dit que pour la Senco, c'est une citation, enfin, même si je ne vais pas reprendre les mots exacts, mais Kikaya l'a dit que pour la Senco, ça serait Martin Fayulu. Personnellement, je ne veux pas tomber dans ces pièges. Vous savez, on a l'habitude de donner à la rumeur un sens réel dans notre pays, malheureusement. Lorsque la Senco dit détenir le nom de candidat vainqueur, je ne vois pas en quoi cela concernait Martin Fayulu. Et par la suite, tu as parlé de médias internationaux qui ont relayé le nom de Martin Fayulu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le marketing politique et l'attitude de candidats pendant la campagne et après les élections. Tout est manipulable. Okay? Mais ma question est de savoir si jamais le nom de Martin Fayulu s'avérait, réaction. Si Martin Fayulu a été, il arrivait que Martin Fayulu soit désigné ou élu président de la RDC, personnellement, je ne vois pas le mal à ça. C'est quelqu'un qui a un vécu politique, il a combattu pour la cause du Congo. Et si aujourd'hui il est président de la RDC, j'espère que nous serons ensemble derrière lui pour le soutenir. Mais sauf que notre choix, mon choix personnel a été ciblé sur Félix Tshisekedi parce que lorsqu'on est devant les urnes, lorsqu'on doit faire le choix d'un candidat, on ne choisit qu'un seul candidat. Et parmi les deux, moi je pense que Félix Tshisekedi était le candidat de la rupture avec le système qui entoure Martin Fayulu en ce moment. Voilà la simple bonne raison que j'ai choisi Félix Tshisekedi. Mais s'il arrivait que Martin Fayulu, avec son combat, sa perspicacité dans le combat politique, s'avérait qu'il soit élu président de la République, il n'y a pas de mal à ça. Je pense que c'est aussi une alternance, puisqu'il n'est pas du système kabiliste. Voilà. Et peut-être pour ajouter justement à cette question, concernant justement, tu as dit qu'on relayait, bon, pour juste peut-être rectifier, la Senco n'a pas donné de nom. J'ai jamais dit que la Senco avait donné le nom. Oui, donc j'arrive, c'est pour répondre à ta question, mais il faut que je commence par là. Et par la suite, que Kikaya puisse peut-être justement affirmer cela, bon, je n'ai pas vu sa déclaration, mais si Kikaya a déclaré cela, je pense que c'est par rapport justement à ce que les médias occidentaux ont commencé à relayer. Et comme nous savons tous, cet article, moi, j'ai des gens qui ont appelé les journaux de New York pour justement confirmer, demander des informations sur cette information qui a été relayée. Et il a été dit clairement par la personne bien citée que cette information, c'est un espace qui a été vendu. Donc, c'est un article qu'on appelle sponsorisé. Tu payes ton argent, on te publie ton article. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, que le New York Times, avec son nom, avec donc avec tout ce qui vient avec, c'est vrai que ça donne quand même matière à réflexion. C'est comme ça que les gens ont justement voulu, ont relayé, avec d'autres journaux, ont relayé cette information. Les autres journaux n'ont pas rédigé d'autres informations, ont relayé la même information. En ce moment, et la même information, c'est l'information que Kikaya a commentée. Donc, en ce moment-là, on est tous un peu, on joue un peu de nous tous, parce que quand on analyse bien la situation, dans quel but on peut faire ça? Si on a gagné les élections, on n'a pas besoin d'aller faire ça. Regardez les gagnants comme ils sont à l'heure actuelle. Ils ne font pas ça, parce que justement, le pouvoir ne vient pas des articles de l'étranger. Le pouvoir vient de Kinshasa. La CENI n'a rien dit, la Senco n'a rien dit, mais le nom est sorti à l'étranger. Ailleurs, si ça se passe aux États-Unis, il y aurait des poursuites pour ingérence politique, etc. La même chose. Pendant que tu parles, je suis en train de vérifier avec l'aide des sages qui me complètent dans notre temps que ici, Ida Sauer, par exemple, vient de tweeter pour confirmer cette version. Et elle n'est pas la seule. Hein. Laquelle version? Version selon laquelle le nom qui ressort du compilage du Senco, c'est bel et bien le nom de Martin Fayulu. Comment il a obtenu cette information, tu dis? Ce n'est pas précisé. Je peux. Donc on est encore dans la rumeur.
Non, enfin, vous allez me parler de crédibilité. Ici, c'est Ida Soarer. Je pense qu'elle est quand même, pour vous, vous n'allez Bon, pas... puisqu'il est là, vous pouvez juste poser la question, ça vient d'où? Comme ça, au moins, on va commenter sur l'information. Ici, je suis entré dans le tweet d'Ida Soarer, qui est membre de Human Watch. Ok, parfait. Et je pense que vous ne remettez pas en question sa crédibilité. Non, parce que j'ai lu. Et c'est elle qui vient, une fois de plus, de le confirmer. Donc, elle a dit quoi exactement? Que le nom qui ressort, c'est Fayoulou, je vous envoie le posting. Mais pourtant, j'ai reçu également le posting d'elle ce matin, qui est sur ma page Facebook. C'est là, vous pouvez lire pendant que je continue avec les questions. Alors, donc, merci beaucoup, Sage, pour les questions que tu nous envoies. C'est très pertinent. Vous pouvez toujours nous envoyer les questions, vous qui nous suivez, et surtout, partager la vidéo pour que nombreux soient un peu au courant. Nous faisons vraiment l'effort d'informer. Ici, comme je le disais au début de l'émission, je vais vraiment jouer le rôle de l'avocat du diable. Ne m'en voulez pas. Bino Batouya, Idepes, Bino Bataliba, Bino, Touebani, Ezama Ramama Bangate, Ezama Solo, ya Mboka, Souci na Bisonde, Tozalana, moi, raisonnement. Il faut tout pousser raisonnement. Totika, moi, de côté, moi, fanatisme, mingi, raisonnement est primé. Alors, négociation FCC Fachivit. Pardon, vraiment, bon, mais ça ne s'est pas parce que vous commis ma casse na kouanga. On te preuve. Ata tu balobi 150, 200 personnes va bimi awa. Bo pesa biso preuve. Est-ce que vrai ou faux, en ce moment, il y a négociation ou palabre entre Fachivit et le FCC? À toi, et tu redonneras. Merci Stanley. D'abord... si tu n'es pas au courant, tu dis tu n'es pas au courant, je pose la question à vous. Je peux m'en sortir par rapport à cette question. D'abord, j'aimerais que tu rectifies un peu lorsque tu fais une émission en train d'appeler une certaine classe de gens, un groupe de gens des talibans. Ça prouve qu'il y a un manque d'objectivité, de rationalité dans ta perception des choses. On est tous Congolais, c'est un débat républicain. On ne doit pas donner de connotation d'autres personnes. Les talibans existent ou ça, ils n'existent pas? Je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Je ne sais pas. Je vais te donner la définition, je vais te prouver que les talibans existent. Je ne sais pas, mais je vais évoluer. En parlant de rapprochement entre le FCC et Cash, je pense qu'il y a une semaine, toi et moi, nous parlions au téléphone. Je suis en train de faire une analyse empirique par rapport à la situation politique partout dans le monde. J'ai prévoyé que les Cash Fachivit seraient une structure clé pour la victoire aux élections ou l'avenir politique du Congo. Parce que de part et d'autre, il y a le FCC et le Lamuka qui sont tellement en conflit que Cash, en s'alliant ou en se rapprochant d'une structure quelconque, aiderait cette structure à être majoritaire, non seulement dans la majorité parlementaire, mais aussi d'avoir le pouvoir comme étant président. Je t'ai fait voir, je t'ai fait comprendre qu'il serait plus judicieux à la Mouka de faire le rapprochement du FCC. J'ai même fait lors de... Le rapprochement de Cash. J'ai même fait mes précédentes vidéos où je disais il est temps que nos leaders se mettent ensemble. Pour l'intérêt général de la nation. Si réellement on veut qu'il y ait alternance, il faut que la Mouka et Cash se rapprochent. En se rapprochant, ils ne vont pas permettre à la Kabylie d'avoir une marge de manœuvre pour essayer de séduire, de soudoyer une autre structure. Donc si aujourd'hui le FCC se sent prêt à travailler dans le... C'est au conditionnel parce que là, jusque-là, ce sont des rumeurs, nous ne savons pas. Mais en politique, tout peut arriver. S'il arrivait que le FCC et Cash veulent organiser une majorité parlementaire, c'est où le problème? Il n'y a pas de problème à ça. Ce sont des acteurs politiques. Sinon, nous ne serons pas aux élections avec eux. Ce sont des acteurs politiques congolais. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes du même avis que pour vous, vous ne trouvez aucun problème que le FCC et la Mouka puissent former demain la majorité parlementaire? Bon, pour l'instant, moi je peux dire que je ne suis pas au courant d'aucune information
comme quoi il y aurait des pourparlers. Mais vous pouvez toujours parler en conditionnel. Oui, oui, au non, conditionnel. oui, oui. Si jamais, en fait, comme mon confrère s'y a dit, si jamais il y a des pourparlers, en ce moment-là, c'est tout à fait normal, on est en politique. Mais à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas au courant d'une quelconque rencontre donc au sommet avec les FCC ou même d'une quelconque donc, négociation à l'heure actuelle. Mais si ça arriverait, ça serait effectivement dans un cadre politique respectueux et puis bon voilà, ce qui arrivera, arrivera. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous ne verrez aucun inconvénient que demain le FCC fasse partie d'une majorité parlementaire ensemble avec Fatih Vite? Non, non, en fait, il y aura effectivement problème si jamais ces gens-là... Nous, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment on peut travailler avec ces gens-là. Je ne vois pas, ça c'est à titre personnel. Maintenant, au niveau du parti, on peut prendre d'autres décisions, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas au courant qu'il peut y avoir une autre direction prise par les partis dans ce sens-là. Il peut y avoir effectivement une unité avec la MOCA, mais jamais avec FCC. En tout cas, pour l'instant, je suis à mesure de dire jamais. Mais, encore une fois, jamais, jamais n'existe pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui indique une information dans ce sens. Peuple congolais, peuple congolien, en tout cas, vous qui nous suivez, soyez nombreux à partager cette vidéo. De surprise en surprise, mes invités ici, qui tous font partie de Fatih, même si sur ce point ici, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, l'un d'entre eux, en l'occurrence chrétien, pense qu'il n'y aurait pas de problème dans une alliance parlementaire entre le FCC et Fatih. Pour ma part, je trouverais ça comme une aberration, et c'est le moins que je puisse dire, que demain, ce grand parti, c'est ce parti de l'opposition qui a lutté 32 ans. Je me souviens, je me rappelle, je ne peux pas l'oublier, qu'en 2015, 7 personnes sont mortes brûlées dans la résidence, aux permanences de l'UDPS. 7 personnes brûlées, pour ne citer que cela. Est-ce que dois-je rappeler Rossi? Dois-je rappeler Luc? Ces gens-là sont morts, tués par ce régime. Et mes invités ne voient, en tout cas l'un d'entre eux, ne voit aucun inconvénient que demain, qu'il y ait alliance avec ces gens-là. Quelle tristesse. En tout cas, en lisant la afriquelibre.be, un journal sur le net, on confirme, en tout cas, cet article nous confirme qu'effectivement, il y aurait rapprochement entre Cash et le FCC, et il semblerait que dans ce rapprochement, on favoriserait plutôt la présidence de Félix, parce qu'il est devenu très difficile au FCC de faire prévaloir la victoire de Chadari. Donc il semblerait qu'ils veulent favoriser la victoire de Félix pour que en échange, Félix puisse leur accorder quelques mesures de sécurité. J'ai lu cet article. C'est un article non seulement qui n'est pas objectif du tout. C'est un article dans lequel on est en train de parler des gens qui auraient des centres de compilation et dont on parlerait d'une autre branche de l'opposition qui aurait des centres de compilation, alors que tout le monde sait que c'est le Cash qui a justement un centre de compilation depuis le début. Donc ça démontre déjà la crédibilité de cet article et de ce journal. Il y a beaucoup à manger et à boire dans cet article où on mentionne pratiquement jamais, sauf pour dénigrer donc les candidats de Fatih. Alors cet article, je ne le prendrai pas en exemple. Mais comme je l'ai dit, au niveau du Cash, à l'heure actuelle, en tout cas au niveau de l'UDPS, à l'heure actuelle, il n'y a aucune intention de travailler avec les FCC. Pour l'instant, par rapport aux informations que j'ai à ma possession, il n'y a aucune intention de travailler avec les FCC. Maintenant, nous sommes en politique. Comme a dit mon ami ici, tout peut arriver. Mais à ma connaissance à l'heure actuelle, aucune information, cet article-là, je suis en mesure de le nier vraiment, il n'y a rien de tel.
Donc, si je peux relancer un peu la question, vous êtes, s'il faut le rappeler, Oui. président de la Ligue des jeunes UDPS Canada. oui, Donc, vous dites que nous sommes en politique Oui. et qu'en politique, tout peut arriver. effectivement. Dans votre rôle de président Oui. de la Ligue de jeunes, Oui. je suis d'accord avec vous. Oui. Donc, vous serez prêt, vous autres, puisque étant Oui. en politique, vous serez prêt à accepter un quelconque mariage cash FCC? La question est mal posée. Pourquoi est-ce qu'on voudrait d'une alliance à l'heure actuelle alors qu'on prétend avoir gagné les élections? Donc ça n'a pas de sens. On a gagné ces élections, donc il n'y a aucune raison possible pour qu'on cherche une alliance avec les FCC. C'est vous qui À avez la dit limite. que là, en politique, ça pourrait se comprendre. Oui, de façon générale, en politique, il y a des alliances qui se créent, qui se décréent, tout ça. On a vu dernièrement, donc UNC, UDPS, on est ensemble maintenant, on a vu. Donc ça peut arriver, toutes ces choses-là. Mais à l'heure actuelle, la question pour nous ne se pose pas. La question devrait être posée de cette façon. Est-ce que la MUCA et FCC peuvent créer une alliance? Parce que pour nous, c'est eux les perdants de ces élections. Parce que pour les gagnants, il n'y a aucune raison possible de pouvoir justement chercher une alliance. Avec surtout FCC. À la limite, on pourrait aller chercher donc, nos amis de la MUCA qu'ils viennent travailler avec nous. Ça, c'est à la limite. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a aucune raison possible pour laquelle nous, donc Fachivit, on va aller chercher donc, une alliance avec les FCC. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucune... et cet article-là, pour moi, ça entre dans les intoxications. Merci beaucoup. Je reviens à mon ami chrétien pour poser la question. Bon, en admettant que finalement Shadari soit comme nous l'attendions, hein, pour nous autres, cela ne fait aucun nombre d'un doute que finalement la CENI ne déclarera que Shadari comme vainqueur. Mais si jamais, effectivement, Shadari est déclaré comme vainqueur, quelle est la marge que vous disposez pour renverser la vapeur? Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, vous nous avez quand même assez motivés pour aller dans ces élections, bon gré, mal gré. Quelle sera finalement votre marge de manœuvre si jamais il est malgré tout déclaré vainqueur? Merci Stani. Avant de répondre à ta question, j'aimerais revenir en arrière. J'ai l'impression que tu voulais me mettre dans la bouche ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je voyais aucun inconvénient que le cash puisse travailler avec FCC, mais je dis en politique. Il faut avoir ce réalisme politique. Vous savez, qui eût cru qu'un jour, Pierre Lumbi, qui était le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, pouvait travailler avec Etienne Tshisekedi, avec Martin Fayoulou, avec Félix Tshisekedi. Tu voulais escamoter le fait qu'il a travaillé avec ces mêmes personnes qui ont maintenu le président Etienne Tshisekedi en prison dans sa raison personnelle. Personne n'eût cru. Quand j'ai dit en politique, on doit avoir ce réalismes. On doit quitter les émotions. En politique, tout peut se faire. Mais est-ce que là, tu ne parles pas que de la politique congolaise? Je parle de la politique de manière générale. Oui, justement, je te donnais ce matin l'exemple que Mafuta n'a pas sanganakate. Alors, est-ce que vous avez que Yango Makamozo changea jamais dans mboka na biso parce que bato yo bazaki lobby koto yo bazaka capable bazongi na nzungu oyo bitoto na bitoto politique ngo bongo na biso ne ya boye papa. Je parle beaucoup plus avec toi en dehors de caméra. Cette histoire de rapprochement, tu sais que je t'en ai parlé il y a plus d'une semaine. Si tu peux être honnête devant la caméra, il y a plus d'une semaine que je te parlais de cette histoire de rapprochement probable en politique. Et pour moi, quelle est votre marge de manœuvre si jamais Shadari passe? Je ne vois pas comment ce Shadari pouvait être élu président. Je ne vois pas. Excuse-moi de revenir un peu en arrière. Tu as dit tout à l'heure qu'on est en politique. C'est-à-dire en politique, on est obligé de faire ce qu'on appelle les scénarios, de scénariser les choses qui pourront probablement ou éventuellement arriver. Tu ne peux pas dire « je ne vois pas » et s'arrêter là. La réalité sur terrain... Si tu scénarises un peu. La réalité sur terrain fait que je ne puisse pas voir un tel scénario se reproduire. Ça, c'est un peu essayer de vivre dans l'imaginaire. Et pourtant, tu verras que je reste réaliste dans mes analyses. Je ne vois pas une possibilité que Shadari soit président de la République. À moins qu'ils voudront rapprocher une de fraction de l'opposition pour faire une coalition en vue d'obtenir des sécurités après leur chute. Donc ça, je te le dis,
plusieurs fois je l'aurais dit ici, je ne vois pas comment Chadari peut passer président. En 2011, tu étais prêt à parier sur la défaite de Papa Tshisekedi? Non, en 2011 encore, j'ai été très observateur. Et lorsque les élections se sont déroulées après, je me suis dit, Etienne Tshisekedi avait gagné les élections. Donc, mais il n'est pas devenu Il président. n'est pas devenu président. Réalisme politique. Est-ce que tu peux, dans le même contexte, rester réaliste? C'est- Si en 2011, Etienne Tshisekedi, qui avait gagné, n'est pas devenu président, en 2019, aujourd'hui, la même chose peut se répéter. C'est pas le Est-ce que tu réalisme peux, politique, compte tenu celui-là, de ce raisonnement, ces scénarios- compte tenu de ce fait, à faire de projections, Ces qu'est-ce que scénarios- vous allez faire? Ce scénario n'est pas un réalisme politique, c'était une imposition de la communauté internationale et certaines grandes puissances qui nous ont imposé. Rien ne Kabila. dit que ça ne Et va pas se Kabila, répéter. mais justement, je vais arriver. Kabila n'a jamais eu de légitimité populaire pendant tout son mandat depuis 2011 parce que nous savions qu'il a perdu aux élections. Et voilà pourquoi à chaque fois il y avait des tentatives de négociation. Il a multiplié des stratégies de négociation parce qu'il savait qu'il n'a pas réellement la légitimité. Et pour revenir à ta première question, lorsque tu parlais de notre volonté d'aller aux élections avec la machine à voter sans avoir les crédits possibles. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, si en 2011, le vieux Etienne Tshisekedi, le charismatique, n'a pas pu avoir l'impérium, n'a pas pu déjouer ces jeux de la CENI, parce que la Kabylie a le système répressif en main. La Kabylie a tout le service, il a tout le moyen de l'État. Croire un soulèvement populaire à 12 000 km, c'est un rêve. Il faut que la population sur place ait encore cette culture. Parce que c'est la population qui détermine l'avenir politique de son pays. Tant qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, c'est encore rêver. Je préférerais aller sur la voie des élections, démontrer à la face du monde que telle personne a triché, il n'a pas la légitimité, et après, on pourra le barrer la route pour ne pas lui permettre à travailler comme il se doit. Donc voilà un peu ce qui a poussé à l'UDPS et l'UNC d'aller aux élections en ce sens-là. Pour ce qui est de Fayoulou aujourd'hui, Chadar aujourd'hui, je peux encore le redire que je ne vois pas une probabilité que Chadar soit désigné président, à moins qu'il puisse nous imposer. Mais malheureusement, cette fois-ci, la communauté internationale est avec le peuple congolais. Parce que nous avions beaucoup fait la pression. Et ils ne peuvent pas continuer à maintenir un dictateur à la tête. Nous savons tous le cas de Mobutu, où il a été soutenu par cette même communauté internationale. À un moment donné, elle s'est dit non, on doit arrêter parce qu'on ne peut plus continuer à soutenir une telle personne qui n'a pas la légitimité populaire. Donc aujourd'hui, vas-y comprendre que le régime kabiliste est en train de partir. Voilà. La question a été de savoir si jamais Chadar était malgré tout désigné comme le vainqueur, quelle sera la marge de manœuvre de l'UDPS? Je vais à cela rajouter une autre question. Si jamais finalement Tshisekedi Félix est désigné comme étant le vainqueur, mon frère ici vient de faire allusion à l'appareil de répression que détient Kabila. Comment cette fois-ci, si malgré tout il est désigné, comment fera-t-il pour pouvoir arracher l'impérium? Donc, alors, il va de soi. Normalement, quand il sera désigné, il aura l'impérium automatiquement. À moins qu'il y ait, je ne sais pas, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver. Quand Félix Tshisekedi sera désigné président, il aura l'impérium. Maintenant, advenant les cas contraires, comme tu semblais être préoccupé, si Chadari devait être désigné président, mais nous, on va exiger, non seulement, il faudra nous les démontrer comment il est arrivé, comment le colonel Nanga est arrivé à cette conclusion-là. Parce que nous, comme je l'avais dit, on avait des témoins partout dans les bureaux de vote. On a compilé, on a les copies donc, des procès-verbaux et noir sur blanc, on est en mesure de voir qui a gagné, qui a perdu. Maintenant, si il devait désigner donc Chadari comme gagnant, il faudra nous le démontrer. À défaut de cela, mais c'est les peuples qui vont retrouver sur leur chemin. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il n'y a personne qui voit Chadari comme gagnant. Tout le monde le voit comme perdant. Mais par contre, on peut voir entre donc Fayoulou et Tshisekedi qu'il y a effectivement des tendances selon des régions. Mais globalement, Félix Tshisekedi gagne, sort gagnant. Et ça s'explique aussi mathématiquement. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible de gagner des élections au Congo sans les trois Kasaï, sans
Yumbi sans Bukavu, sans 1,3 million de votants à l'Est, c'est impossible. Donc pour nous, c'est mathématiquement, d'ailleurs c'est démontré par les PV qu'on a entre les mains. Donc pour nous, nous sommes certains que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Maintenant, s'il faut nous imposer un autre candidat, en ce moment-là, il faudra nous prouver le contraire. Parce qu'il ne suffit pas qu'un certain Tom Perriello, qui travaille maintenant pour George Soros, qui, l'on connaît effectivement la mission de la fondation Open Society de George Soros, qui va déclarer dans un média et que Ida Sawyers va aller citer dans un article tweet et que les journaux comme le New York Times et RTBF vont relayer, que ça devient la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le PV. Donc le président sera élu à Kinshasa, donc sera proclamé à Kinshasa par justement le président de la commission électorale, qui devrait par la suite prouver en fait, donc justifier en fait son choix sur les gagnants par les résultats des PV. Voilà. Nous avons tous suivi comment, d'ailleurs, vous l'avez décrié vous aussi, le manque de sérieux dans l'organisation de ces élections, un manque de sérieux criant. Les bureaux, l'ouverture de bureaux tardifs, manque de machines à voter, et ainsi de suite. Vous ne craignez pas qu'un ou l'autre candidat puisse recourir à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections proprement dites, ce qui risque d'ouvrir quelques années encore de glissement pour Kabila? Après, Chrétien pour... Bon, pour moi, c'est évident que, déjà, tout ce qui est arrivé a fait en sorte que la participation soit vraiment au plus bas. On est à peu près à 50% des taux de participation. Et malgré ça, on est quand même à mesure d'identifier les gagnants. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes. Les problèmes, comme on a dit, par exemple, d'exclusion de certaines villes, ils ont eux-mêmes déjà dit que c'était une question sécuritaire. Sur ça, il n'y a aucun débat possible. Et eux-mêmes ne peuvent pas recourir à cette raison-là pour annuler les élections. Mais ils peuvent effectivement aller recourir pour d'autres raisons. Mais quelle autre raison? Puisque justement, toutes les preuves jusque-là des fraudes, donc c'est dans leur camp. C'est vraiment les camps de la majorité au pouvoir. C'est vraiment, on a attrapé certains députés, certains sénateurs. Vous êtes au courant que Théodore Ngoï, qui est un candidat à la présidence, a déjà introduit un recours pour l'annulation des élections? Oui, il a introduit plusieurs recours. D'ailleurs, même avant la tenue des élections, il y avait déjà plusieurs recours. Bon, moi, je me pose la question, il était candidat ou pas? Il était candidat? Non, moi je me pose la question, parce qu'il ne suffit pas de payer 60 000 $ pour être candidat. Bon, bien sûr, il va l'être au niveau, peut-être de façon officielle, mais il était candidat, il a fait campagne où? Parce que depuis le début... Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je réponds. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est contester chaque étape du processus. C'est ça sa campagne qu'il a fait électorale. Maintenant, nous, depuis le début, on se méfie de beaucoup de ces candidats à l'élection présidentielle. C'est pourquoi on ne s'est pas rapproché de beaucoup de ces candidats-là, parce qu'on se méfie. Maintenant, si lui, il va aller annuler pour justement la raison, on a exclu certaines personnes à ce moment-là, il y aura des avocats de part et d'autre pour justement essayer de justifier pourquoi il y a eu, et qui va d'abord contester. Forcément, il y aura des candidats perdants qui vont justement aller dans ce sens-là. Mais peut-être pas pour Yumbi et des régions de l'Est, comme ils avaient décrié, c'était pour des raisons sécuritaires. Ça, je ne sais pas comment discuter sur ça. Mais je sais que sur d'autres choses, par exemple des machines volées, etc., il peut y avoir effectivement, dans les camps des Fachivites ou dans les camps de la Mouka, qui peuvent contester effectivement certaines choses. Mais ça dépend. Si on déclare maintenant, pour répondre directement à ta question, si on déclarait Chadari aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a aucune raison possible pour que cela arrive, la Mouka et Cash, ils vont se mettre ensemble de façon automatique pour justement aller dans la rue, pour contester. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les résultats des Cash, les résultats même de la Mouka, les résultats de la SADC, les résultats même de la CENI, d'après certaines informations qu'on a qui ne sont pas officielles malheureusement, il est toujours troisième, partout. Peu importe qui a fait l'observation, le camp du pouvoir est troisième. Donc c'est impossible qu'on puisse déclarer ces camps-là comme gagnants. Mais si advenant des cas, en ce moment-là, ça sera
automatique, ça sera vraiment une unité spontanée de tous les autres, justement pour revendiquer la vérité des yeux. D'où ma question. À ce moment-là, l'issue pour le camp du pouvoir serait l'annulation de ces élections. Absolument, absolument. On a déjà envisagé cette éventualité. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, on l'avait déjà même par la haute hiérarchie. Ma haute hiérarchie avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire la seule stratégie qui reste maintenant, c'est l'annulation des élections, puisque la défaite a été assez couillante pour justement la majorité au pouvoir. Donc de ce côté-là, nous ne serons pas étonnés. Mais à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, peu importe ce que le pouvoir va essayer de faire, ils finiront par publier les résultats. Et peu importe ce qu'ils vont publier, ils finiront par partir. Cette fois-ci, ce n'est pas comme 2011. On a appris de nos erreurs de 2011. On a appris, c'est comme ça que cette fois-ci on s'est préparé. On a dit avec ou ça on y va. C'est parce qu'on était prêt. Essayez de comprendre un état d'esprit de quelqu'un qui dit avec ou ça j'y vais. Donc c'est tout dire. C'est-à-dire qu'on est prêt. On était prêt pour ces élections. Maintenant, on attend la publication des résultats. Comme on attendait justement les élections, des reports en report. Au finish, dos au mur, ils ont fini par les organiser. La même chose avec les résultats. Ils peuvent jouer à tous les jeux qu'ils veulent, mais ils finiront par publier ces résultats. Très bien. D'abord, en ce qui concerne le cas où Chadari serait désigné, moi je parle même de la nomination président élu. Je pense que la population descendra dans la rue. Puisqu'on n'ira pas avec la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs une entité au service de Kabila, comme nous avons vu en 2011. Mais seulement, comme je parlais avec Stani la fois passée, j'aurais aimé qu'il y ait un filet de sécurité dès le départ. Si il faut que Cash et Lamuka se rapprochent, ils doivent le faire maintenant. Qu'ils voient l'intérêt général de la nation, il est grand temps qu'ils se mettent ensemble en attendant les résultats de la CENI, puisque je ne vois pas comment est-ce que Chadari pouvait être désigné président de la République. Donc si ils peuvent se mettre ensemble en attendant les résultats, au cas où on désignerait Chadari comme étant le président élu, il faut que le peuple descende dans la rue. Et cette fois-ci, comme je viens de le dire tantôt, que la communauté internationale a lâché Kabila. Et ce scénario de 2018 ne serait pas pareil à 2011. Donc cette fois-ci, il faut qu'il y ait vraiment un filet de sécurité pour attendre ces résultats avec sérénité. Au cas où on plébiscitait Chadari président de la République, il faut que le peuple descende dans la rue cette fois-ci, ensemble, entre Cash et Lamuka. Voilà un peu ce que moi je suis en train de voir pour la suite. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Nous approchons très doucement à la fin de cette émission qui est consacrée aux élections au Congo. Pour rappel, sur ce plateau, nous avons reçu notre frère Montou, président de la Ligue de jeunes de UDPS, et puis Chrétien, qui est membre de l'UNC. Tous sont membres de Fakivik, donc, qui soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi. Mon inquiétude, mon interrogation était de savoir pourquoi, malgré tout, malgré les imperfections qui sont démontrées, qui sont criantes dans l'organisation de ces élections, pourquoi ils ont tenu que nous participions quand même dans ces élections. Et puis, après, quelles sont les garanties qu'ils ont en leur possession qui puissent leur donner la conviction qu'ils vont avoir gain de cause, ou sinon, si finalement leur projection s'avère fausse, si jamais leur projection n'arrive pas à terme, quelle sera leur réaction? Vous l'avez entendu, ils disent que la population va descendre dans la rue. Ça serait finalement ça, je veux dire, la finalité. Je veux dire que après avoir tout essayé, ce qui est simbité, donc article 64, si je peux le résumer ainsi. Oui et non, mais avant d'arriver à celle-là, en fait, oui, mais ça ne sera pas la seule stratégie. Parce que comme je dis depuis le début, on a appris beaucoup de 2011. Donc on est prêt. On est prêt à revendiquer notre victoire, on est prêt à présenter les preuves qu'il faut. Donc en ce moment-là, on ne va pas se précipiter. Un gagnant ne s'agite pas. En ce moment-là, parce qu'on sait que la vérité est de notre côté. À présenter les preuves auprès de qui? De la Cour constitutionnelle? À tout celui qui sera à mesure
d'entendre, donc d'écouter, non seulement de contribuer à la solution, on va lui présenter des preuves. Que ce soit, soyons ça peut précis. être la cour, ça peut être la cour constitutionnelle, c'est possible. Donc le Fativi Ça peut est commencer prêt. par là. Non, je n'ai pas dit, là je ne parle pas que c'est ça qu'on va faire. Je donne parmi les options. Ça peut être aussi ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a décidé qu'on va y aller. Ça peut être aussi que non, parmi les options, on décide que non, on va ignorer les autres options, on va aller seulement avec justement l'article 64. C'est aussi une possibilité. Mais en ce moment-là, à l'heure actuelle, puisque nous sommes certains d'avoir gagné, on ne s'agite pas, on les attend. C'est pourquoi on peut constater que nos leaders ne parlent pas. Ils sont occupés justement à organiser des preuves. Puisque en 2011, on est allé partout, on nous a dit oui, nous sommes en mesure de vous aider, mais ça nous prend le PV. On n'avait pas suffisamment de PV pour justement revendiquer notre victoire. Aujourd'hui, nous nous sommes préparés en conséquence. Ce n'est pas seulement les PV, je cite les PV parce qu'on ne peut pas non plus dévoiler toutes les stratégies, mais à ce moment-là, on peut arriver avec toutes les preuves maintenant, mais quand on arrive même au niveau de l'ONU, on arrive, on dit que noir sur blanc, voilà tout ce qui s'est passé, regardez, le gagnant est là. Je pense que quand même ça vaut plus que si on dit simplement, on crie que tiens on a gagné les élections, ou qu'on écrive des articles dans les journaux disant qu'on a gagné les élections, c'est beaucoup plus que ça. À ce moment-là, on arrive avec des preuves tangibles, tiens on a gagné les élections, et puis on peut les revendiquer de cette manière-là. Mais pour l'ère actuelle, il y a beaucoup de stratégies sur la table, mais pour l'instant, la seule chose qui est privilégiée, c'est l'attente de l'annonce donc des résultats, et après, les leaders vont donner donc le mot d'ordre, et puis nous on va danser. Chrétien, une réaction? Je pense que on doit garder la sérénité. On ne doit pas faire des imaginations attendant que la CENI puisse publier. Et je pense qu'au moment opportun, si la CENI ne donnait pas le vrai résultat des urnes, je pense que la population se prendra en charge. Parce que ces votes a été un vote sanction. Absolument. On peut bien le voir. Malgré que la campagne a été motivée par des financements de part et d'autre, le pouvoir a mis l'argent de l'État pour battre campagne de Shadari. Mais à la fin, nous avons vu l'attitude des électeurs. Ça a été un vote sanction. Donc, si aujourd'hui, il s'hasardait à mettre, à désigner Shadari comme étant président de la République, je pense que le pays va sombrer et c'est pas ce que nous souhaitons. Mais malheureusement, nous n'aurons que ça comme recours à faire, puisque nous n'irons pas à la Cour constitutionnelle qui est en faveur de Joseph Kabila et sa bande. Donc le peuple devra parler dans la rue et nous savons tous ce que la communauté internationale est en train de prendre comme mesures interventionnistes. Voilà un peu, c'est à prendre le devant nous attendre. Merci beaucoup, peuple congolais, chers amis congoliens. Laissez-moi vous dire tout de suite que je suis quand même resté insatisfait de réponses de nos chers camarades ici présents pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, ils nous ont fortement motivés à partir aux élections. Moi, j'espérais que ici, les uns et les autres vont nous donner vraiment garantie que ce qui est simité, la tozana eloko tosto bombelier. Mais eloko ngo ba bombelier souka nini population, c'est-à-dire article 64. Tolobi ango depuis kala, nazaka comprendre te, eza politique. Est-ce que ça la politique na mboka o eza occupé? Nga naza combattant résistant pour nanga eza passe ya ko comprendre ndenge nini ya kosala la politique na occupation. Ndenge nini ko kende ba élection na muto aza na manduki na muto pena aya akonza bino kwa. Nga pena na ti sikoyo na balusa problème yango na comprendre. Pour la nini, même à l'époque, le patriarche, paix à son âme, le vieux Tshisekedi, il a même biso en 2011. Tomi tout mais pour nini papa même biso na ba élection oyo na munguna. La preuve badamae. La preuve badamae. Lelo lisusu na 2018 awa to même histoire. Tata oyo, comme je le disais, akena pena abacha moto na donc c'est ni bou. Oh 8000 machines, personne n'a vu la preuve de ces 8000 machines. Pena bana pena ko alamuki na tonga lobi bon. Ngai na nanga na minute oyo beni ko voter te. Butembo ko voter te. Yumbi ko voter te kuna bosa la guerre civile
koto bino bozo bela ba ebola na bino boko voter te. Donc Joana la muka na tonga lobe na enenge wana. Biso neti ba meme. Ah oui, toko kende kaka. Ah, toko kende kaka. Surprise ni nazo bombela biso lobi c'est ça. Muto déjà ça les biso ba démonstration ya boye. Sans scrupule. Comment malgré tout ozo kende kaka? Ba neko ba lobi ah ceux qui boye tout ça la ba recours mususu blo mususu to loba te mais ceux qui a sali canaille. Jusque la cour de justice, cour constitutionnelle, ceux qui courent ni nango ya sika, à ça bongo li ba kombo nango. Cour oyo, batia en place une semaine avant les élections, je ne sais pas si vous êtes au courant. La cassation, oui. Cour ya cassation. Une semaine avant l'élection, boutou ba ko prêter serment. Tant oza ko sala analyse ya ba personnalité yango o baza ko composer cour yango 4 sur 9 ba pire batunaye baza membre ya FCC 4 sur 9. Cour oyo ndeko muto lobi ke soki simité toke na cour 4 membres sur 9 déjà pire batu ya FCC membre officiel ya lokuta te membre officiel. Bon mais sous temps ozota la CC boye kutu bandakala na ba Pioli na ba Thompson. Pour moi, vraiment sans vous le mentir, nonobstant rôle naza ko jouer les lois avocat du diable na minito na plateau oyo, vraiment pour moi je suis attristé bandeko baebi to solala bango mingi ponanga kokene na ba élection à ce stade des aberrations. On ne part pas aux élections avec un imposteur. Ce gars-là tue jour et nuit. D'ailleurs, les informations nous sont parvenues que le jour là, Batu, oyo ba FDLR, oyo ba betaka ba boumaka Batu, na beni na Butembo. Mokolo na ba bimaki pona ko bouma Batu te, mais pona ko menacer bango, ba ke ko voter Chadari. Oso mona. Ba tata o ba lobito keneka ka élection. Soki ba legisi Chadari, boko sala nini, autre benga peuple na article 64. Mais poni to benga ki kala nyoso wana te. Pona nini batu bakufa kaka na numbako mananu sa commune to sepeli. Pourquoi ne pas recourir tout de suite à cet article-là? Je peux comprendre qu'il était question de légitimité, parce que sous prétexte que scientifique, politique, lobby, qu'il y a des éléments constitutifs dont il faut prendre compte avant de créer un soulèvement populaire, notamment la masse critique. Peut-être que on a crédit qu'il fallait sensibiliser suffisamment pour que la masse oyo bakote les mains. Peuple congolais, ngonga pene belemi pour namboka na biso. Et ça y a causé la thé, et ça y a un mot d'ordre thé. Chacun peut faire à sa manière ce qu'il doit faire pour libérer son pays. On ne libère pas un pays occupé par les élections. En tout cas, je vais donner à mes invités la parole pour qu'ils disent leur mot de la fin. Ainsi prendra fin cette émission. Merci beaucoup Stan. Donc moi je dirais simplement que il faut des raisons pour justement recourir à l'article 64. Surtout qu'aujourd'hui notre peuple n'est pas un troupeau qu'on peut simplement appeler venez article 64 et puis babimi et puis il commence à... non, il faut une raison. Et la raison aujourd'hui est que si jamais l'air, parce que la population a dit, donc le chef de la République a dit, et la CENI doit respecter, c'est-à-dire que la population a voté et la CENI doit respecter. Maintenant, si la CENI ne respecte pas, ça devient une raison justement pour la population de pouvoir se lever et donc contester ce qui se passe. Mais sans ça, on n'a aucune raison. On n'a aucune raison. Malgré tout ce qui se passe, il ne faudrait pas non plus qu'on se réveille le matin et que article 64, mais ça veut dire quoi exactement vraiment article 64? Donc ça nous prend des raisons et la raison là maintenant on l'a. Si jamais ce n'est pas respecté, ben donc la population va se soulever. Mais en dehors de ça, je n'ai pas dit qu'on va aller à la cour donc dans les cours et tribunaux, mais c'est une option qu'on a sur la table, c'est une option légale. Mais je n'ai pas dit que c'est ça qu'on va faire forcément. On a des stratégies, on ne dit pas toutes les stratégies qu'on a non plus. Parce que si on le disait depuis le début, on ne serait pas là où nous sommes à l'heure actuelle. C'est parce que justement, on a su comment taire certaines stratégies qui aujourd'hui sont en train de porter fruit. Et c'est la même chose donc avec ce qui va se passer après les élections, après donc l'annonce des résultats.
On verra ce qui va se passer. Sinon, ne vous en faites pas, des stratégies pour justement contrecarrer les plans qui sont justement mis en œuvre. Encore une fois, toujours dans le sens de l'article 64, aujourd'hui, nous apprenons que justement, certains pays veulent justement aller bombarder les pays, tout ça, justement. Mais est-ce que c'est l'article 64 que nous voulons? Et pourquoi justement aujourd'hui nos résistants combattants ne s'offusquent pas de cela, puisque c'est de l'ingérence pure et simple? Et pour cette raison, pourquoi est-ce que si on remplace Kabila pour aller remplacer par quelqu'un d'autre et maintenir les mêmes systèmes en place, pourquoi cela ne choque pas aujourd'hui nos combattants, nos résistants qui sont dans la diaspora? Et donc, moi je pense que les résultats qui seront annoncés seront déterminants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Nous savons que la Cinco a simplement 20% des résultats, même un peu moins que ça, des résultats des votes. Donc, difficile pour eux d'avoir une vision claire de qui sera candidat. Donc, il reste quand même 80%. Et nous, au cash, nous avons les 80% déjà. Donc, 80% de quoi? 80% des résultats compilés qui nous démontrent noir sur blanc que Félix Tshisekedi a gagné les élections. Maintenant, sur les 20% restants, on peut discuter. Mais est-ce que ces 20% c'est assez suffisant pour changer la donne sur les 80%? Là, c'est autre chose. Mais nous sommes convaincus que nous avons des preuves dans notre victoire. Et pour ça, c'est pourquoi nous sommes en mesure de dire aujourd'hui que nous ne voulons pas de l'ingérence étrangère. Mais ceux qui ont perdu vont applaudir effectivement l'ingérence parce que c'est la seule façon d'accéder au pouvoir. Bien. Nous parlons de l'article 64. L'avocat du diable disait que nous avons soutenu les élections. Nous, on a soutenu les élections alors qu'eux, ils étaient contre. Mais bizarrement, son candidat qui parlait de boycott des élections a finalement fini par rejoindre... Mon candidat? Oui, même si tu t'en caches, mais c'est ton candidat. Je discute très souvent avec toi. Et il a voté avec la machine. Oui, il a voté avec la machine pour dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'était que de la poudre aux yeux. Si on doit chasser le système dans notre pays par l'article 64, qui est une liberté fondamentale d'expression de la population, je crois que ça doit être spontané. Pourquoi ça doit être spontané? Ce n'est pas les acteurs politiques qui vont pousser la population à se soulever. Pourquoi je le dis? Parce que ces acteurs politiques, notre élite politique, c'est elle qui est la pierre constitutive du système kabiliste. Ce système n'a fait que être pérennisé. Il y a eu Mobutu dictateur qui est parti, la plupart de son entourage sont revenus, reformer un autre système avec Kabila et ce sont eux qui sont en train de gérer. Donc pour te dire que dès lors que leur voix s'est fait entendre dans cette pyramide, ils sont dans le système. Une fois que la voix ne s'entend plus, ils viennent dans l'opposition. Vois comment est-ce que les acteurs politiques font la ronde. Aujourd'hui opposition, demain pouvoir, le lendemain opposition. C'est-à-dire, il se rétro dans cette pyramide. Une fois que sa voix n'est plus entendue, il devient opposant. Pour cela, pour qu'il y ait article 64, il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Ça va être un fait spontané. Et je crois que la population est en train de voir les choses dans cette direction. Donc, crois-moi, si hier vous parliez de l'article 64, à chaque fois que ces acteurs politiques, cette élite politique a mis la population dans la rue, c'était pour obtenir de consensus politique. Allons au dialogue, ils calment le jeu. Allons en négociation, ils calment le jeu. Mais si réellement ils voulaient en finir avec ce système, ils auraient commencé à appeler la population à marcher, encore et encore jusqu'à ce que ces systèmes arrivent à bout. Donc voilà un peu pour te dire que l'article 64 viendra. Ça viendra de la manière dont nous ne connaissons pas. Le soulèvement populaire, c'est quelque chose de spontané. Si nous allons fouiller dans nos archives, nous verrons que même l'indépendance, nous l'avons acquise spontanément. C'est vrai qu'il y avait un meeting sur la place IMCA, mais ce qui a plus stimulé, c'était un match de football entre Club et Mikado. Les supporters, en revenant, ont rencontré ces meetings et c'est comme ça qu'ils se sont soulevés. Donc l'article 64 sera un fait spontané. Ce n'est pas aux acteurs politiques de pousser les gens. Si on vérifie dans les archives de mouvements, de collecte, tout ça, on verra que ce sont des jeux qui se font spontanément. Donc soyez calmes, prenez votre mal en patience. L'article 64 viendra tôt ou tard. Merci.
L'article 64 viendra tôt ou tard. Nous aurions voulu que ça soit beaucoup plus tôt. Comme ça, au moins, nous aurions évité les morts inutiles, les pauvres martyrs. Bana Congo va souffrir mingi. 20 ans quasiment, il y a souffrance. Depuis Afdelia, il fallait qu'il passe Oyo et Sila. Tout continent les soutient en 2019. Vraiment, ils ont ça la biso mawa. Peuple congolais, tikala ya kotelema, kola lisami soute, bomoni politique eza mbilinga mbilinga. Yangwana mingi mingi biso na stade oyo tolingi pena ki politique mingi mingi te. Parce que boyoki bango na boyoki yango na moloko na bango. En tout cas, ezako ya kobomba te, soki esengeli pour des raisons politiques, bango ba politique to fani na bango a bazako loba yango bien. Si tant bien même que baebi vérité, mais balobi que pour des raisons politiques et stratégiques, c'est comme ça que ça se passe. Les alliances se font et se défont. Pour Nangaï, vraiment, Koyoka ya Boyeza passi. Et donc, on a conseillé à Bino, bon à la vigilant, bon analyser les propos na biso nyonso, bon analyser vidéo ou bien, bon déduire ou beaucoup déduire, bon analyser politique ou toza kolobela ezali avenir yamboka na biso, ezali pona bana na biso, eza pena complaisance te to salaka. Et ça parce que tous na posa tous à la éveiller au moni tolala mingi bapongi yango nde tokoma na situation. Si le peuple congolais était à l'époque du Zaïre était éveillé, suffisamment vigilant dans tout ce qui s'est passé, peut-être que tona tokoma na situation. C'était votre serviteur Stanislas Moulabi, cette émission pour le Congolien à votre service. Au revoir.